Alors, bonjour tout le monde. Notre prochaine conférence est donnée par Ghislain Breton, qui est mon collègue de travail et qui est ingénieur forestier et qui est aussi titulaire d'une maîtrise en aménagement du territoire et en développement régional de l'Université Laval. Il travaille à la Ville de Québec depuis 2014, d'abord comme conseiller en environnement et maintenant comme chef d'équipe en aménagement et environnement. Il s'est spécialisé en foresterie urbaine. Il est d'ailleurs co-auteur avec moi de la vision de l'arbre là, de la Ville de Québec 2015-2025 et responsable de toutes les études de canopée et de l'approche des rues conviviales qui ont été développées à Québec. Je dirais que son principal attribut, ça a été d'inculquer réellement des changements dans nos pratiques pour faire plus de place à l'arbre à la Ville de Québec en accordant une attention particulière à l'implication des citoyens. Alors, je vais tout de suite laisser la parole à Ghislain pour sa présentation qui s'intitule Une approche multidisciplinaire et concertée pour une intégration réussie des infrastructures vertes dans les quartiers centraux de Québec. Ghislain, la parole est à toi. Merci beaucoup, Marie-Josée. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous présenter un petit peu l'approche de Québec. D'entrée de jeu, je trouve super intéressant la première diapo. Ce que vous voyez, en fait, c'est une ancienne rue qui s'appelait la rue Bouffard, qui a complètement été retirée là, de la trame urbaine. C'est une rue qui avait une redondance, si vous voulez. Et il y a eu une très grande mobilisation citoyenne là, pour ce type d'aménagement dans les quartiers centraux. D'ailleurs, les gens sont très mobilisés, ils souhaitent beaucoup déminéraliser. Mais souvent, c'est des budgets qui ne sont pas disponibles. Donc, on va voir ensemble comment on y arrive pour pouvoir implanter ce type d'infrastructure dans la ville. Présentation rapidement, la forêt urbaine en bref de Québec, l'origine aussi de l'arbre et son milieu. Vous allez voir, même l'achat de recherche là, avec Alison Monson et Jean-Claude Ruel est fortement inspiré de ce qu'on a vécu là, dans les dernières années à Québec. Je vous présente l'arbre et son milieu, bien sûr, l'approche et une petite conclusion. La forêt urbaine à Québec, en bref, c'est quoi? C'est un indice de canopée de 30 à l'intérieur du périmètre urbain. C'est très important. Québec a une importante couronne forestière là, sur son propre territoire, qui fait qu'en réalité, l'indice de canopée est de 52 si on prend vraiment les limites complètes de la Ville de Québec, 115 000 arbres d'alignement et de parcs inventoriés, 50 boisés urbains, 200 km de berges, entre autres, 90 km de sentiers. Au niveau des bénéfices de la forêt urbaine, diverses études ont été faites dans les dernières années là, pour Québec. C'est 7,5 millions de dollars par année de services écosystémiques. C'est plus de 340 000 dollars d'économie d'énergie, 650 tonnes de carbone. C'est aussi 62 000 mètres cubes d'eau de pluie détournée dans les systèmes d'égouts. Ça, d'ailleurs, on va voir un peu plus tard là, au niveau des infrastructures vertes. C'est vraiment un des leviers très importants avec les services de génie civil, en fait, des municipalités, parce que de plus en plus, là, il y a beaucoup de problématiques dans les réseaux unitaires, entre autres dans les quartiers centraux. Donc, l'ajout de végétation, la déminéralisation est vraiment un levier formidable de ce point de vue. Dans la dernière année, vous avez peut-être vu passer la nouvelle stratégie de développement durable de la Ville de Québec. En fait, ce qui est très intéressant avec cette stratégie, c'est qu'il y a 5 grands défis collectifs qui sont la cohésion sociale, la santé globale, la décarbonisation, la résilience et la transition. Et la forêt urbaine est intimement liée à 3 des 5 défis collectifs. D'ailleurs, c'est un peu notre approche multidisciplinaire qu'on va vous présenter. La grande stratégie permet d'être vraiment en synergie complète sous nos interventions et faire de la place aux arbres en améliorant l'ensemble des autres composantes de la réalité urbaine. Tout ça est à l'origine, en fait, de des demandes dans le passé qui est très important. Je vous ai mis une rue typique là, des faubourgs, des quartiers centraux de Québec. Souvent, la division de foresterie urbaine était appelée pour venir planter des arbres, pour regarder le milieu. Mais au même moment, c'est hyper minéral. Il y a des besoins importants d'amélioration, aussi de mobilité active. On voit un cycliste qui n'y a pas de chaussée désignée. On a des piétons qui ont des obstacles nombreux sur le trottoir. Donc, l'approche qui a été décidée, c'est justement comme les besoins sont extrêmement grands et l'espace est peu disponible, c'est vraiment de faire une approche concertée, multidisciplinaire pour vraiment régler l'ensemble des problèmes. Donc, c'était vraiment l'origine, là. Ce type de demande arrivait hyper souvent. Comment faire pour verdir ces milieux. Donc,
Dans une approche, on a deux composantes. On a l'arbre, hein, qui est vraiment une infrastructure verte, qui est une source de canopée, qui a des avantages biologiques, de la biodiversité, mais on a beaucoup le milieu. Et dans l'image qui précède, c'est super important parce que le milieu, c'est à la fois des quartiers de vie, il contribue à la santé publique, à la vie de quartier, donc il faut vraiment travailler à ne pas uniquement insérer un arbre pour un arbre, mais vraiment transformer pour des milieux de vie durables, ce que la stratégie vient nous aider. Le bras opérationnel, je vous dirais, c'est vraiment l'approche de rue conviviale qui a changé beaucoup de paradigmes au niveau municipal. Au niveau municipal, il y a beaucoup de services, il y a beaucoup de besoins. L'approche conventionnelle, hein, c'était beaucoup sur une désuétude technique, c'était beaucoup sur un besoin de fonctionnalité. Donc, fonctionnalité de réseau d'égouts aqueducs, fonctionnalité automobile. On partait vraiment du centre, on disait voici ce que ça prend pour les autos et après ça, ben, voici ce qui reste pour les arbres. Dans les concepts de rue conviviale, c'est plutôt l'inverse. On part vraiment du quartier, donc du cadre bâti. On vient implanter tout ce qui contribue au milieu de vie pour une meilleure répartition de l'espace. Donc, ce n'est pas du tout une guerre à l'automobile, c'est vraiment une répartition de l'espace pour l'ensemble des besoins. Je vous ai mis un petit graphique là, qui revient de temps en temps dans la présentation. Voici la somme des spécialités là, qui œuvrent en milieu urbain, qui ont tous un impact, soit sur l'arbre, soit sur son milieu, mais finalement sur les deux composantes. Donc, s'il n'y a pas de milieu pour planter l'arbre, celui-ci a de la difficulté à survivre. Donc, foresterie urbaine, horticulture, le génie civil, les écologistes, au niveau du milieu, beaucoup design urbain, architecture de paysage, urbanisme. Donc, c'est eux qui contribuent beaucoup. Donc, on est vraiment en synergie, l'ensemble des professions. Pourquoi une approche intégrée? Marie-Josée l'a super bien introduit d'entrée de jeu. Le citoyen est au cœur. Les villes sont résolument citoyens, sont tournées vers le citoyen, ce qui fait que c'est une étape vraiment importante. Puis dans les quartiers centraux, il y a une grande mobilisation, il y a des organismes concertés. Donc, c'est vraiment un autre effet de levier au niveau des projets d'aménagement. Je vous présente comment on réalise les projets. Puis bien sûr, le quatrième volet, tantôt Alain en a parlé un peu, recherche, innovation. Donc, comment on fait de la recherche appliquée de plus en plus là, pour améliorer nos façons de faire. Dans les dernières années, au niveau de l'arbre, beaucoup de planification, place aux arbres 2015, qui est la vision de l'arbre. Et déjà à l'époque, avec Marie-Josée, c'était vraiment le souhait, hein, c'était faire de la place aux arbres, comment qu'on y arrive. Le bras opérationnel beaucoup plus technique, ça a été les rues conviviales avec l'axe vert. Et maintenant, on a aussi le lab de déminéralisation. Le lab de déminéralisation est issu des deux autres programmations en amont pour faire de la place. Au niveau du milieu, les urbanistes, qu'on pense à la stratégie de développement durable, la vision de l'habitation, sont tous des planifications qui ont un impact important sur le milieu et permettent d'augmenter la place aux arbres. Je vous présente rapidement rue conviviale et la vision de l'habitation à droite. À droite, ce que vous voyez, c'est les milieux de vie durables. Bien sûr, on travaille beaucoup sur l'axe mobilité, l'axe espace public, mais vous voyez, il y a le milieu naturel, la vie communautaire, les services de proximité, l'habitation. Donc, c'est vraiment un ensemble qu'on doit travailler tous ensemble pour arriver à implanter de l'infrastructure verte. Au niveau des citoyens, dans les dernières années, on a développé beaucoup l'approche participative pour un concept inclusif. L'approche est hyper importante parce que les gens sont les spécialistes de leur milieu, souvent nous identifient beaucoup d'informations, un grain beaucoup plus fin de l'échelle urbaine qui nous permet de mieux quantifier les efforts à déployer dans un futur. L'étape 1, souvent qu'on utilise maintenant, c'est le sondage web afin de connaître les priorités citoyennes. Et souvent, un exemple de la rue Saint-Ambroise, qui est une rue là, de Québec, c'était plus de 75% des gens qui souhaitaient un verdissement en priorité. Donc, ça donnait vraiment l'angle d'attaque au niveau de la planification du réaménagement de la future rue. Au niveau des ateliers de design participatif, mais ça permet d'aller voir où sont les endroits où ce que le citoyen peut contribuer, soit que la ville va déminéraliser chez eux. On va voir tantôt Canardière, en fait, qui est une artère commerciale où ce qu'on a gagné quand même 1,5 mètres de part et d'autre de la chaussée. On a contribué avec les citoyens. La rue Anna a fait l'objet aussi de plusieurs articles dans le passé. Puis, bien sûr, la présentation citoyenne après ça à grande échelle. Le but, c'est de créer un dialogue ouvert avec les citoyens. Les citoyens sont vraiment impliqués dans leur milieu, sont impliqués dans le verdissement, ils souhaitent contribuer, ils souhaitent enrichir la réflexion et souvent aussi, c'est une plus grande acceptabilité sociale dans le cadre de nos projets. Ça permet d'aller plus loin, de tester des nouvelles espèces aussi, des nouvelles façons de faire.
Au niveau politique aussi, ben, ça a une sensibilité. On voit que les gens sont impliqués dans leur milieu. D'ailleurs, une des plus grandes plateformes de collaboration citoyenne qu'on a mis en place, c'est vraiment dans le cadre du lab de déminéralisation. On a ouvert une carte interactive qui permettait aux citoyens des quartiers centraux, des 5 quartiers centraux de Québec, de venir identifier tous les endroits qu'ils jugeaient pertinents à déminéraliser. Des fois, c'est sur rue, des fois, c'est des anciens stationnements, des fois, c'est des terrains en friche, des fois, c'est juste des délaissés urbains qui ont été minéralisés parce que c'était plus facile d'entretien pour les propriétaires, ce qui nous a donné quand même plus de 1000 propositions dans la dernière année qu'on est en train de vraiment filtrer pour prioriser, pour établir des budgets, mais c'est tous des gains futurs potentiels en infrastructure verte et en arbres. Et on le sait, pour augmenter les indices de canopée dans les quartiers centraux, bien, si on revient à mon image d'origine, c'est important de déminéraliser pour pouvoir planter des arbres. Donc, on travaille beaucoup sur le milieu. Au niveau du processus décisionnel, en fait, c'est relativement simple. C'est une analyse multicritère cartographiée en amont avec les 13 composantes, dans le fond, du milieu urbain. C'est la canopée, c'est la densité d'activité urbaine à l'hectare, c'est les demandes citoyennes, c'est la mobilité active, les planifications qui sont en cours. Tout ça nous donne vraiment une priorité, donc des zones plus fortes d'intervention. Ben, c'est là que commence vraiment la priorisation du projet consultation publique. Au niveau des projets à plus faible, ben, c'est plus du standard. Rapidement, oups, l'image, désolé, elle vient d'apparaître. Vous voyez, on a fait des projets pilotes dans la plupart des quartiers pour venir déterminer quelles sont les façons de faire les plus efficaces pour chacun de ces quartiers. Au niveau du chemin de la Canardière, je pense que c'est un excellent projet à vous présenter aujourd'hui parce que c'est justement un des premiers projets concertés sur l'ensemble des besoins. On se situe au cœur de Limoilou, un quartier très urbain de Québec, très animé avec une artère commerciale. Vous voyez d'ailleurs des œuvres d'art, des bollards, une scène. Et ce qu'on voit peu, mais qu'on va voir dans les prochaines diapos, c'est regarder l'alignement de la rue. En fait, on a travaillé, entre autres, avec Nature Québec et les citoyens. Ça nous a permis de venir récupérer déjà sur notre emprise de rue. Si on regarde ici, on a récupéré 1,5 mètres de part et d'autre qui sont des arbres publics qu'on est venu planter. C'est plus d'une centaine. Mais quand on regarde la contribution citoyenne, pour nous, ça ne coûte pas plus cher une fois qu'on est en chantier, qu'on est ouvert de partout du service d'ingénierie. On appelle ça extensionner l'appel mécanique pour aller rechercher les surfaces minérales, de ramener la terre. On voit ici beaucoup de végétation qui ont été mis. Donc ça, c'est vraiment au niveau citoyen après. On le voit ici, les changements aussi dans l'axe. Et vous voyez un autre terrain citoyen où il y a eu une grande déminéralisation. Donc pour nous, là, on déminéralise, on ramène la terre, on ramène ça au niveau du sol. On peut même planter les arbres et après, il ne reste que la végétation basse au niveau des propriétaires. Il y a eu une grande revitalisation aussi des façades par après. Donc, c'est plus de 90% des propriétaires qui ont embarqué dans ce projet. L'avenue Maguire, actuellement, qui est en cours de réaménagement, c'est plus de 100 arbres comme ça en partenariat avec les terrasses, les terrains privés qui ont été apportés. Je vous ai parlé du lab de déminéralisation. En fait, c'est une subvention d'1 million qu'on a reçue là, du MELLCC afin de développer des façons de faire. Donc, comment les municipalités peuvent arriver à déminéraliser à grande échelle. Donc, premier projet, rue Bouffard, je vous ai présenté tantôt, c'est 300 mètres carrés d'asphalte qui a été retiré dans la trame urbaine. C'est une chaussée complète. Par contre, un élément qui est super important, où ce qu'on voit l'appel mécanique actuellement, il ne faut surtout pas oublier de retirer les fondations de chaussée. Sinon, ça reste des milieux extrêmement inertes. Donc, souvent, les coûts de projet de déminéralisation, le coût très élevé vient dans le retrait de ces fondations de chaussée. Donc, pas tant de l'asphalte, mais vraiment de ce qui se situe en dessous, qui est les infras. Sinon, les arbres se retrouvent avec moins de 6 à 12 pouces de terre là, pour vivre, ce qui est vraiment pas efficace à long terme. Donc, rapidement, le lab de déminéralisation, c'était ciblé 10 projets pilotes innovants, de développer des façons de faire, d'étudier les bénéfices, de travailler beaucoup sur la participation citoyenne, l'implication de la collectivité puis les organismes de milieu, puis de documenter les coûts et les bénéfices. Des fois, on est rendu à plus de 15 000 $ par fausse de plantation dans certains milieux urbains. Donc, c'est de voir comment on peut diminuer ces coûts et ces façons de faire pour permettre l'implantation des arbres. Au niveau des partenariats de recherche dans la dernière année,
La Ville de Québec a développé beaucoup de partenariats. D'ailleurs, a financé la nouvelle chaire de recherche sur l'arbre urbain et son milieu ici à l'Université Laval en partenariat avec Jean-Claude Ruel et Alison qui étaient hier présents. Donc, la mission de la chaire, c'est vraiment de développer des connaissances et concevoir des nouvelles méthodes, des nouveaux outils de conservation et d'intégration de l'arbre et de toutes ses composantes. Pour nous, c'était très important de faire une jointure entre le génie civil, souvent qui a un impact important sur le milieu, et les connaissances en protection, en foresterie, en sol, pour vraiment avoir un mariage parfait pour vraiment améliorer nos façons de faire. On a aussi un partenariat de recherche avec l'UE, avec Alison, qui est beaucoup au niveau du suivi des projets du lab de déminéralisation, de comment on peut améliorer les substrats, comment on peut améliorer les choix des végétaux, parce qu'on le sait, on a des épisodes de plus en plus importants de sécheresse et des milieux quand même hyper minéralisés autour des fosses. Donc, comment on choisit des végétaux adaptés, comment que ça permet d'avoir quand même une biodiversité, les coûts d'entretien. Souvent, c'est les premiers budgets qui sont coupés dans les municipalités. L'entretien, donc comment on diminue ces coûts-là dans le temps. Et bien sûr, on a un troisième volet de recherche avec l'Institut national de santé publique qui est beaucoup plus sur documenter les processus décisionnels. Quels sont les freins, dans le fond, dans une administration municipale qui pourraient limiter les interventions? Quels sont les tas de connaissances? Puis, à l'inverse, quels sont les avantages de pouvoir procéder? Donc, ces trois grands éléments des dernières années nous aident beaucoup là, au niveau des prochaines étapes pour vraiment être en amélioration continue. Donc, en conclusion, voilà pourquoi la stratégie de développement durable et les 5 défis collectifs sont les piliers d'une planification intégrée, nos infrastructures vertes dans les milieux de vie durables. Donc, ce qu'on s'est rendu compte entre la vision de l'arbre en 2015, l'adoption de la stratégie en 2021 et la présentation d'aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment travailler à la fois sur l'arbre en tant qu'individu, donc améliorer nos connaissances, mais aussi travailler sur le milieu et la place en amont dans la planification urbaine de toutes les stratégies urbanistiques, comment on peut mieux l'intégrer, mieux le planifier. C'est ce qui nous permet de diminuer nos coûts, mais ce qui nous permet surtout d'implanter beaucoup plus de végétation, de biodiversité et qui contribue à la qualité des milieux de vie durables. Puis encore une fois, ben, la vision de l'arbre, ben, c'est vraiment au cœur du développement durable. Hein. C'est quand même un des piliers de 3 des 5 défis collectifs. Donc, pour moi, ça met fin à la présentation, puis ça laisse beaucoup de temps pour la période de questions. Merci beaucoup, Ghislain. Ça fait un beau lien avec la présentation précédente. Et on a 3 questions dans la conversation. Donc, voici la première question. Flavier Ferrer te demande comment s'inscrit la stratégie de développement durable et l'intégration de la foresterie urbaine dans les projets de promoteurs immobiliers privés? Est-ce au travers du règlement d'urbanisme? C'est une excellente question. En fait, oui, c'est beaucoup par les règlements d'urbanisme qui est un levier pour accompagner les promoteurs. Sauf qu'il y a un autre élément. Les règlements urbanistiques ne sont pas une fin en soi. Hein. Souvent, c'est un minimum. C'est ce qu'il faut voir, c'est un minimum à atteindre, mais rien n'empêche les promoteurs d'être au-delà du règlement d'urbanisme. Puis d'ailleurs, la stratégie de développement durable, puis le bilan de la vision de l'arbre qu'on a fait cette année, c'est un peu ce qui est l'annonce. C'est venir dire maintenant, on travaille plus juste sur le corporatif, mais on va travailler sur le collectif. Puis pour y arriver sur le collectif, il faut accompagner les promoteurs sur des nouvelles façons de faire. Puis c'est un peu tout ce qui est la recherche, tout ce qui est la vision d'habitation qu'on a présenté tantôt hein, sur les milieux de vie durables et 16 composantes. Fait que l'équipe, dans le fond, qui s'occupe de suivre les promoteurs, dans la prochaine année, vont venir leur présenter, dans le fond, cette notion-là. Souvent, ça peut être par des incitatifs aussi financiers. Donc, la Ville accompagne le promoteur dans certains surcoûts, entre autres dans l'implantation d'espaces publics. Fait que c'est vraiment une façon de faire de dialogue, mais les règlements d'urbanisme sont vraiment le premier niveau. D'ailleurs, on a changé le règlement cet été pour augmenter le nombre d'arbres dans les projets majeurs. Ce qui veut dire que pour tous les projets de plus de 8 logements, en fait, maintenant, pour 100 mètres carrés d'air verte, on est la première ville qui utilise la canopée. Fait que dans les secteurs à faible canopée, le promoteur devra planter 1,5 arbres par 100 mètres carrés supplémentaires dans le cadre de ses projets. Dans les secteurs à canopée faible, c'est 1,25. Puis dans les autres secteurs, c'est 1 arbre par 100 mètres. Ce qui fait que c'est une augmentation
important dans les projets, mais rien n'empêche d'aller au-delà. Ça, c'est une autre modification qui a été faite dans les règlements urbanistes. Excusez-moi, pour y arriver. Merci, Ghislain. La prochaine question est de Philippe Grégoire et la suivante. Est-ce qu'il y a une vision intégrée de la forêt urbaine avec l'équipe des travaux publics? Je pense que tu vas vraiment être enthousiaste à répondre à cette question-là. Il complète en te demandant, par exemple, il y a beaucoup de travaux qui ont lieu dans les rues des quartiers centraux. Est-ce qu'il serait possible de profiter de ce genre de travaux qui impliquent de la déminéralisation pour planter des arbres aux endroits où il y a un manque de canopée? Ben oui, commençons avec les travaux publics. En fait, il y a deux grands volets à cette question. À Québec, c'est un petit peu particulier. On a les travaux publics, puis c'est peut-être le cas dans d'autres municipalités. Souvent, même c'est le cas dans d'autres municipalités, sont plus au niveau de l'entretien. Donc, eux sont plus dans des interventions d'urgence ponctuelles ou ce qui pourrait avoir des impacts sur les arbres. Fait que les travaux qui sont faits en amont, c'est beaucoup plus un accompagnement par l'équipe de foresterie urbaine quand il faut qu'ils viennent faire, entre autres, des clés d'eau, des réparations de trottoirs qui sont en urgence, mais comment mieux encadrer. Les caissons d'excavation en sont une technique, mais je vous dirais que c'est beaucoup plus ponctuel. Le plus grand générateur de travaux et d'impact sur les arbres est plutôt le service de l'ingénierie, qui lui planifie la réfection complète des infrastructures, à la fois chaussées, égouts, aqueducs, et c'est avec eux dans le fond, que vous avez vu tantôt, la stratégie de rue conviviale, bien justement, sont intégrés dès le départ dans la planification. Donc, au moment de l'écriture des plans et devis et même au moment excusez-moi, pour engager le consultant, c'est là qu'on vient s'intégrer avec eux. Fait que pour nous, là, c'est vraiment eux qui sont le plus grand générateur de travaux, à la fois d'impact, mais aussi le plus grand potentiel de déminéralisation. Donc, vous voyez, on est à la fois en protection, mais aussi en gain. Fait que les architectes de paysage chez nous, dans le fond, accompagnent le service de l'ingénierie pour identifier tous les endroits qui peuvent être déminéralisés dans leur projet. Est-ce que tu peux me reposer la sous-question qui était l'autre étape d'après? Est-ce qu'il serait possible de profiter de ce genre de travaux qui impliquent de la déminéralisation pour planter des arbres aux endroits où il y a un manque de canopée? Oui, je répondais un peu. En fait, c'est justement, nous, dans le fond, on a identifié des fiches plan d'investissement quinquennal, donc des budgets à chaque année qui s'appellent justement accompagnement des projets majeurs du service de l'ingénierie. Donc, on a des sommes qui sont justement dédiées pour les rues qui ne sont pas planifiées en amont, qui ont d'importants gains. Tantôt, on parlait du chemin de la Canardière, hein, c'est quand même 1,5 mètres de part et d'autre. On a eu d'autres dossiers où je pense à des rues très intéressantes là, dans le quartier Vanier. Pour ceux qui se connaissent, en fait, la chaussée faisait 15 mètres de largeur. Donc, 15 mètres de largeur pour une rue résidentielle, c'est l'équivalent d'un boulevard à 4 voies. On était à proximité d'une école. En fait, une autobus scolaire aurait pu faire un retournement sur elle-même. C'est 5 mètres de chaussée, c'est 2000 mètres carrés net qu'on a pu récupérer parce qu'on avait des budgets dédiés à l'accompagnement. Mais c'est important de le planifier en amont pour pouvoir y arriver. Il te reste quand même quelques questions et environ 6 minutes, fait qu'on va les passer un petit peu plus rapidement. Chloé Fradette te demande si les travaux de documentation et d'évaluation des pratiques sont disponibles à la consultation. Ça dépend lesquels, en fait. Peut-être plus nous écrire directement. Il y a des choses qui sont plus de l'ordre interne, mais ça fera plaisir là, de pouvoir présenter parce que ce qu'on remarque beaucoup, en fait, c'est un peu ce que je viens d'expliquer. C'est d'avoir des budgets en amont parce que souvent, au niveau de la planification, il y a peu de gens qui ont les moyens de financer ces travaux-là. Donc, nous, on est allé chercher vraiment un besoin en amont. L'autre chose, c'est que l'UE, qui est notre partenariat de recherche qui vient de débuter, est justement dans l'objectif du monitoring des fausses de plantation à court, moyen, long terme pour venir mieux améliorer. Fait que oui, ces résultats-là vont être rendus publics là, dans les prochaines années à mesure qu'on va avancer l'avancement. Puis pour ce qui est de la façon de faire avec les citoyens, bien, dans le cadre de la RUANA, on avait justement diffusé beaucoup d'informations qu'on pourra rediffuser à nouveau sur comment intervenir avec le citoyen, la collaboration et ces ateliers-là sont publics, en effet. Hélène Bourassa dit que les projets de déminéralisation semblent être concentrés surtout sur des artères commerciales des villes. Elle te demande si on a des exemples semblables sur des rues plutôt résidentielles à Québec ou ailleurs.
Oui, bien tout à fait. D'ailleurs, le premier projet pilote, la rue Anna, en 2015, était pas du tout une rue commerciale, hein. C'était une rue très, 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 très locale dans le quartier Saint-Sauveur, l'avenue Ruelle aussi, Ducharme-Bocage. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'en faire un peu partout, à tous les échelles. Puis d'ailleurs, la rue Conviviale, c'est un peu ça l'objectif, hein. C'est adapter à la spécificité du milieu dans lequel elle s'insère. C'est sûr que souvent, les images qui sont les plus vendeurs ou les plus wow sont celles des artères commerciales, mais je vous dirais qu'actuellement, on a plutôt un ratio de 70% de rues qui ne sont pas commerciales et 30% de rues qui sont commerciales, parce que dans les quartiers centraux, l'autre avantage, c'est que souvent les rues de Faubourg viennent de la même période urbanistique, donc ils sont tous semblables. Donc, à partir du moment qu'on en fait une en projet pilote et que ça fonctionne bien, bien, le patron peut être facilement réparti sur les autres rues. Donc, pour nous, à Québec, là, c'est plus 70% sur des rues locales, 30% sur des artères commerciales. Catherine Licop Saint-Clair te questionne sur la canopée. Est-ce que la canopée est stable en termes de pourcentage, puisqu'il y a beaucoup de densification urbaine, construction de maisons et de bâtiments de ce qui était autrefois des forêts, par exemple dans Sillery? C'est une excellente question. En fait, c'est une question qui fait beaucoup débat. En fait, il y a quand même eu une perte là, de 1% là, de l'indice de canopée entre 2015 et 2020. À la Ville de Québec, d'ailleurs, dans le bilan, les causes sont un peu présentées. Oui, la densification en est une. Il y a aussi que ça reste des indicateurs macro d'indice de canopée. Donc, des fois, il y a des secteurs, c'est dû à la méthodologie, d'autres secteurs, c'est dû à la densification, d'autres secteurs, d'ailleurs, effet très particulier sur notre territoire. Tous les corridors d'Hydro-Québec ont fait l'objet d'un entretien entre 2015 et 2020. Donc, on a vu rapidement apparaître une diminution de canopée de ces secteurs en friche qui devaient être très près du 2 mètres au moment de la prise de données en 2015. Autre élément, ce qui est le plus important, c'est que malgré qu'il y ait des projets de densification, on revient à notre stratégie de développement durable. L'objectif, hein, c'est de maintenir des sites et de recréer des quartiers. D'ailleurs, les écoquartiers, c'est un bel exemple. Il y a eu une diminution de la canopée au moment de l'établissement de l'écoquartier, mais actuellement, le nombre de plantations d'arbres et de sites disponibles a triplé par rapport au nombre de sites avant l'établissement des écoquartiers. Fait que le tout est dans la façon de faire. Fait que c'est des outils, il y a de la protection, il y a l'augmentation des sites, puis le but, ben, c'est d'avoir un gain à long terme tout en préservant les milieux. On va voir une réponse courte à une question qui est très d'actualité. Comment la stratégie a-t-elle été prise en compte dans le choix des arbres à abattre pour le futur projet de tramway? Je ne sais pas si tu peux répondre en 1 minute. Hey, c'est une question qui développe beaucoup, justement. C'est un bel exemple, je pense, de synergie et d'antagonisme. Hein? Ce n'est pas tous les arbres qui seront abattus le long du tramway. C'est des arbres dans des secteurs qui sont beaucoup plus contraints. C'est sûr qu'il y a un grand besoin de gain de canopée dans ces secteurs-là. C'est un peu pour ça qu'il y a une stratégie globale qui est de 800 mètres le long du tramway. Quels sont tous les sites qui peuvent être déminéralisés et quels sont les arbres qui peuvent être plantés dès maintenant? Donc, actuellement, la Ville procède déjà du remplacement dans les rues à proximité et sur les terrains qui avaient des sites vacants d'arbres qui vont croître dans les 5 prochaines années pendant le chantier du réseau structurant. Et ça, c'est un élément qui est peu connu, là, mais actuellement, il y a vraiment déjà un effort de verdissement. Et oui, je viens de voir le temps, désolé. On aurait pu parler pendant encore au moins 10 minutes de Oui, cette session. sûrement. Merci beaucoup, Ghislain, et on se revoit à la prochaine conférence. Merci.